La crise catalane. La crise catalane, elle est d'une exceptionnelle gravité. Pourquoi c'est d'une exceptionnelle gravité? Parce qu'on a l'impression d'un conflit de légitimité. J'allais dire que la crise catalane, c'est la crise des deux étendards. Il y a l'étendard espagnol, le drapeau espagnol, la légitimité nationale, et puis il y a l'étendard catalan, la légitimité régionale. On pourrait même dire que c'est la crise des trois étendards, puisqu'il faudrait y ajouter le drapeau de l'Union européenne qui surplombe le tout. On a affaire en fait à une confusion générale, la confusion des sentiments, la confusion des concepts, la confusion des symboles. On a l'impression que les gens ont un peu perdu la tête. Et face à ce genre de confusion, eh bien, il est sain de clarifier la situation. Les mêmes qui me reprochent, par exemple, et qui reprochent aux gens qui veulent sortir la France de l'Union européenne en disant « vous allez isoler la France », trouvent très bien que la Catalogne sorte de l'Espagne. Les mêmes qui m'expliquent et qui nous expliquent à nous qui voulons sortir la France de l'Union européenne que la France serait trop petite, trouvent formidable que la Catalogne, qui a une dizaine de millions d'habitants, elle puisse sortir, ce serait très très bien. Je suis le seul responsable politique à avoir averti les Français depuis des années que cette crise catalane, comme d'ailleurs la montée des revendications régionaliste à travers l'Europe n'est pas sorti d'un chapeau. Je renvoie à ma conférence sur les eurorégions que j'ai prononcée, notamment je me rappelle en 2013, je crois, en Belgique, à Namur, qui a été enregistrée à cette occasion. J'explique que dès la fin des années 1980, dès le tournant des années 2000, la charte des langues régionales et minoritaires était venue d'ailleurs d'une association allemande, était déjà le grain de sable qui risquait de mener à l'explosion des États-nations. Je rappelle que l'Espagne a signé puis ratifié la charte des langues régionales et minoritaires en reconnaissant 9 langues régionales, dont le catalan, dont le galicien, dont le basque, dont la langue parlée dans la communauté forale de Navarre, dont l'arabe dans les enclaves de Ceuta et Melilla. J'ai expliqué que tout ceci risquait de mener à l'explosion de l'Espagne. Vous savez, je l'ai expliqué aussi, que la France a signé mais n'a pas ratifié cette charte des langues régionales et minoritaires, puisque en France, d'après une commission qui avait été faite sous Lionel Jospin, il faudrait reconnaître plus de 73 ou 75 langues régionales différentes. En réalité, cette montée des régionalismes n'est pas sortie d'un chapeau, elle obéit à une stratégie délibérée des cercles euro-atlantistes qui ont décidé de briser les grands États-nations d'Europe, que sont la France notamment, le Royaume-Uni, l'Espagne, divisés pour régner. À l'origine, par exemple, de l'indépendantisme catalan, c'est pas l'origine, mais disons que dans les années 30, Adolf Hitler et les nazis, avant de soutenir Franco, mais au début des années 30, soutenaient l'indépendantisme catalan. De même que dans les années 40, ils soutenaient les indépendantistes bretons, comme Morvan Marshall, celui qui a créé le drapeau breton. Je l'explique dans ma conférence sur les eurorégions. Il faut savoir qu'il y a actuellement, avec la politique des eurorégions, une véritable pensée qui consiste à se dire « nous allons pulvériser les États-nations pour qu'ils ne puissent plus résister à l'empire que nous sommes en train de bâtir. » Et les États-Unis d'Europe, vous vous rappelez, Victor Hugo, en 1849, avait prophétisé l'avènement des États-Unis d'Europe dans son discours de la paix de 1849. Mais pour Victor Hugo, il s'agissait encore de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre. Maintenant, c'est plus de ça qu'il s'agit. Ce que les euro-atlantistes ont à l'esprit, ce sont des États-Unis d'Europe avec des sous-entités étatiques qui seraient les régions. Ces régions, justement, par exemple, que François Hollande a redécoupées alors que les Français n'avaient rien demandé. Alors certains vont dire « Ouh là là, c'est du complotisme, c'est du conspirationnisme ». Non, c'est la réalité fondée sur des faits objectifs et fondée sur des déclarations. Je vais vous suggérer de regarder juste maintenant une petite vidéo qui date d'il y a quelques années, où une Allemande qui s'appelle Ulrike Gero, qui travaille pour le European Council on Foreign Relations, c'est-à-dire le Conseil européen pour les relations étrangères, elle explique ce que c'est que la politique des eurorégions, et vous allez écouter cette petite vidéo, qui date d'il y a plusieurs années. Elle explique très exactement la stratégie
qui est à l'œuvre avec la volonté d'avoir des entités d'une dizaine de millions d'habitants, une cinquantaine d'États au sein des États-Unis d'Europe, pour en fait être un clone des États-Unis d'Amérique, pour en fait soumettre toutes les populations sans défense à cette politique tyrannique des marchés financiers, de l'oligarchie euro-atlantiste, de l'OTAN. C'est de ça qu'il s'agit, c'est notre liberté qui est actuellement en cause. Écoutez cette vidéo de cette dame qui s'appelle Ulrike Guérot, qui a fait ses études à la Johns Hopkins University, à Georgetown University également aux États-Unis, qui est la pépinière justement des agents de la CIA, et qui travaille pour le European Council on Foreign Relations, ce centre qui est financé largement par George Soros et par l'Open Society Foundation. Voilà ce qui se cache derrière les eurorégions. Ulrike Guérot est partagée à l'égard des séparatistes du continent. À la tête d'un groupe d'experts européens, cette politologue étudie de près les mouvements indépendantistes. Selon elle, beaucoup d'entre eux sont totalement irréalistes. C'est un peu comme si on voulait détacher la Catalogne ou la Bavière du continent européen et les faire flotter au milieu de l'Europe comme des sortes d'îles des bienheureux et des nantis. Mais bien sûr, ça ne peut pas marcher, et c'est ce qu'il faut essayer de faire comprendre aux séparatistes. En revanche, il convient de se demander si ces sentiments séparatistes, si ce régionalisme n'est pas révélateur d'une quête identitaire, d'un besoin de retrouver ses racines. À la différence des États nationaux, les régions sont souvent des entités naturelles. Si on se penche sur une carte de l'Europe au Moyen-Âge, on voit par exemple que l'Alémanie, qui était une vieille confédération européenne, s'étalait sur des territoires aujourd'hui répartis entre la Suisse, l'Allemagne du Sud et la France. Or, toutes ces contrées ont en commun une tradition alémanique. Et au cours des 200 ou 300 dernières années, on a pour ainsi dire plaqué des États nationaux sur tout ça, sans tenir compte de ces groupes régionaux. En réalité, l'Europe est un ensemble de régions. Ulrike Guérot a sa propre vision de l'avenir de l'Europe. Elle imagine une république européenne constituée non pas d'États, mais de régions. L'Europe compte à peu près 500 millions d'habitants. On pourrait donc la découper en une cinquantaine de régions de 10 millions d'habitants chacune en moyenne. Selon certaines études, c'est la taille idéale d'une entité politique. Au sein d'une population d'environ 10 millions d'habitants, la plupart des citoyens seront à même de s'identifier à leur région et n'auront pas l'impression d'être gouvernés par Bruxelles. Mais quel est le système politique le plus adéquat? On peut imaginer que chacune de ces régions délègue 2 grands électeurs ou 2 sénateurs à Bruxelles pour former une deuxième chambre, et qu'on ait une première chambre, un Parlement européen, composé de députés élus au suffrage direct dans chacune des régions. Puisqu'on veut une Europe forte, il faut se demander quelle est la meilleure façon de l'administrer, de manière à ce qu'elle soit à la fois proche des citoyens et forte sur la scène internationale. Voilà. Voilà ce qui se cache derrière les eurorégions. Voilà ce qui se cache derrière la montée du régionalisme. Voilà pourquoi dans tous les grands médias français, on présente sous un jour plutôt sympathique, voire très sympathique, la montée des revendications indépendantistes dans le cadre de l'Union européenne de la Catalogne, qui, soit dit en passant, menace directement la France, puisque le département des Pyrénées-Orientales est revendiqué par les Catalans indépendantistes comme étant Catalunya Nord. Je l'ai déjà expliqué dans ma conférence d'il y a 4 ans, allez voir sur Wikipédia. D'ailleurs, en ce moment même, dans le département des Pyrénées-Orientales, il commence à y avoir des élus au conseil départemental qui demandent un référendum pour changer le statut du département des Pyrénées-Orientales avec comme arrière-pensée de remettre en cause le traité des Pyrénées qui date de 1659 lorsque ce territoire fut rattaché au royaume de France sous Mazarin. Il y a donc des forces qui ont prévu tout cela. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a une méprise incroyable. Je vois des gens qui m'écrivent parfois en disant « Mais non, les Catalans veulent leur liberté ».
Certains me disent « Comment pouvez-vous, vous, monsieur Asselineau, qui revendiquez l'indépendance de la France et la liberté du peuple français, la dénier au peuple catalan ?» Moi, je réponds à ces personnes-là « Voyez d'abord les vidéos, voyez ce qui se cache derrière. » Ne parlons pas de l'Espagne où, c'est vrai, l'histoire de l'Espagne est différente de l'histoire de la France. On a souvent parlé des Espagnes. Il y avait les rois catholiques. Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille, qui étaient ce qu'on appelait les rois catholiques à la fin du XVe siècle. Mais la France, qui était peuplée de provinces différentes, c'est exact, a connu la Révolution française, a connu la fête de la Fédération en 1790, a connu la création des départements en janvier 1790, a connu la liberté, l'égalité des Français selon les territoires, l'identité et l'égalité des Français, quels qu'ils soient. La Révolution française a imposé le concept de peuple français. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple breton, un peuple basque, un peuple corse? Ce sont des concepts qui d'ailleurs ont été refusés par le Conseil constitutionnel en France. Et je prends mon propre exemple. Moi, j'ai 4 grands-parents, comme tout le monde. Et mes 4 grands-parents venaient des 4 coins de France. Du Loiret, d'où est originaire mon grand-père paternel, dont je tiens le nom, mais également de Haute-Saône, dont venait sa femme, mais également de Côte-d'Armor et du Tarn, dont venaient mes grands-parents maternels. Je suis quoi, moi, là-dedans? C'est quoi un Breton? C'est quoi un Occitan? Comme si les Français étaient restés chacun dans leur région. Non, il y a eu des brassages depuis des siècles, et notamment depuis 2 siècles, notamment à partir de 1850, avec l'exode rural, avec la concentration dans les grandes métropoles. Il est bien difficile de savoir finalement si l'on a des ascendances ici ou là. Nous sommes un seul et même peuple, le peuple français. Et il faut bien comprendre que ceux qui disent qu'il faudrait morceler la France ne comprennent pas qu'ils sont les jouets d'une oligarchie qui est en train de nous transformer en esclaves, qui veut nous diviser pour régner. Vous ne le comprenez pas. Vous comprenez pas que si les Français peuvent être encore forts pour s'opposer à cette oligarchie, c'est justement en faisant sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, pour imposer la volonté du peuple français, le peuple issu de la Révolution française, le peuple issu de la République, pour imposer nos valeurs à nous, le peuple français. Alors, on ne sait pas très bien ce qui va se passer en Espagne. Carlos Puigdemont, qui est le président de la Généralité de Catalogne, a l'air un peu angoissé. Il a à la fois signé une déclaration d'indépendance, mais il a aussitôt fait une déclaration, comme dit, en disant qu'il ne la mettait pas en œuvre. Donc il essaye, comme un vieux politicard rusé, de jouer sur tous les tableaux. D'après les sondages, d'ailleurs, il semble qu'une majorité en Catalogne refuserait l'indépendance s'il y avait un véritable référendum. Ce qui est sûr, d'ailleurs, au passage, c'est que le gouvernement de Madrid a été particulièrement maladroit dans toutes ces affaires. Mais ces affaires, elles doivent être arrêtées dans l'œuf. Il faut que les Français comprennent que si nous laissons les choses aller, ça va bientôt, d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, arriver en France. Il est donc de la plus grande urgence, il n'y a pas plus grave que ce que je dis. C'est l'existence même de la France qui désormais est en cause. Ce que veulent les euro-atlantistes, c'est qu'il n'y ait plus de France dans 15 ans. Qu'il n'y ait plus que des États-régions peuplés de 5, 6, 3 millions, 200 000 habitants, peut-être comme en Corse, qui seraient pieds et poings liés devant l'oligarchie. Non d'une pipe, nous avons un pays qui a maintenant 1500 ans d'âge depuis le baptême de Clovis. Nous avons une civilisation, la civilisation française, qui est enviée dans le monde entier. Nous avons une voix à porter, nous avons une langue qui est une des premières langues du monde. Nous devons la défendre et nous devons être fiers de notre passé, fiers du Royaume de France, fiers de la République française et également confiants dans notre avenir. C'est de ça qu'il s'agit. J'invite donc toutes les personnes qui m'écoutent à mesurer la gravité de la situation. Arrêtez de vous indigner derrière votre ordinateur en disant « Ah oui, Asselineau a raison, ça va vraiment pas ». Mais il faut aller au-delà. Il faut, et je m'adresse ici notamment à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui ont
la France, comme moi, au cœur, c'est quand même notre pays. C'est le pays de nos parents, de nos grands-parents. Et je m'adresse ici aussi aux enfants issus de l'immigration. Ils savent très bien que lorsque leurs parents, leurs grands-parents sont arrivés en France, ils étaient fiers d'être français. Combien avons-nous d'ailleurs à l'UPR de Français d'origine immigrée qui souvent ont un plus grand amour de la France que bien des Français de souche. Je m'adresse à toutes celles et à tous ceux d'entre vous également, dont c'est le métier de réfléchir à ça, le métier de défendre la France. Il y a 300 000 militaires en France. Il faut que les 300 000 militaires qui défendent la France se rendent compte que nous sommes dirigés par une clique euro-atlantiste, Macron le premier, qui vise au démantèlement de la France. Je m'adresse ici aux forces de sécurité, aux militaires, aux forces de l'ordre. Je m'adresse au-delà à tous les patriotes français, de droite, de gauche. Je m'adresse aux descendants des enfants du Parti communiste français, le parti des fusillés. 70 000 fusillés du Parti communiste pour défendre la France et la République française. Je m'adresse ici à tous ceux dont les parents, les grands-parents étaient gaullistes. Mobilisez-vous. Il faut absolument mettre un terme à cette dérive funeste qui est la destruction de la France. Et pour cela, je suis désolé de le dire, mais il n'y a qu'un seul parti qui le dit depuis des années. Ce parti, c'est le parti que j'ai créé, l'Union populaire républicaine. Il n'y a qu'un seul responsable politique français qui tire la sonnette d'alarme, c'est moi. Je rappelle notamment que le Front National est resté extrêmement discret sur ces questions, au moment même d'ailleurs du référendum qu'il y avait eu en Alsace il y a quelques années. Dans les premiers temps, le Front National avait appuyé le référendum pour créer une seule région Alsace, puis après il était revenu en arrière. Nous, dès le début, on avait appelé à voter non au référendum, c'est d'ailleurs le non qui l'avait emporté. Je rappelle que du côté gauche, M. Mélenchon et les gens qui sont avec lui soutiennent les indépendantistes catalans. Ils ne se rendent pas compte ou ils ne veulent pas informer les Français que c'est une menace qui risque d'arriver très vite sur le sol de la République. Mobilisez-vous. Je m'adresse à toutes celles et tous ceux d'entre vous. Non seulement mobilisez-vous, mais faites connaître cette vidéo. Faites connaître ma vidéo sur les eurorégions. Et puis, le nerf de la guerre, le nerf de la mobilisation, c'est justement d'adhérer à l'Union populaire républicaine.